Ready, Dr. Santiago, Dr. Fred, Dr. Jean-Claude, and Dr. Dati. Just a couple ECHO etiquette and housekeeping reminders. Our programming is based on a foundation. Nous allons nous rappeler quelques règles. Notre programme est basé sur l'amour et le respect. Il faut répondre calmement et ne pas faire de vagues si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. C'est la responsabilité de tout le monde de rester calme et de rendre notre environnement stable. Vous pouvez utiliser l'option de chatbox pour envoyer vos questions. Vous pouvez allumer votre vidéo pour nous montrer votre visage. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez créer un message à partir du chat. Cette session est enregistrée et votre présence nous permet de vous enregistrer. Si vous êtes nombreux, respectez les mesures des gestes et barrières. L'interprétation pour cette session est disponible. Vous pouvez regarder au fond de en bas de votre écran. Vous pouvez changer vers le français et l'espagnol. Vous pouvez choisir. Vous aurez besoin d'une nouvelle version de Zoom pour que ça marche. L'interprétation sera un peu à voix haute plus que la personne qui parle. Maintenant, nous allons passer le bateau à Dr. Anna. Bienvenue, nous sommes contents de vous voir. Nous avons un groupe exceptionnel de panélistes. Nous avons eu beaucoup de sessions et cette session est la dernière. Nous avons mis ensemble toutes les questions. Donc, les questions qui sont fréquemment posées et nous allons passer en revue toutes les questions et vous donner les ressources où vous pouvez les trouver. Vous avez toujours notre link vous avez toujours le link pour les Stanford ressources. Vous pouvez écrire le link à côté pour que vous puissiez les accéder après la session. Toutes les ressources peuvent être accessibles à partir de votre machine ou à partir de votre téléphone. Donc, nous vous invitons à visiter ces sites pour maximiser les connaissances et accéder aux ressources. Nous avons des amis qui sont avec moi pour répondre à vos questions. D'après la recherche qu'on a fait, nous avons vu que vos questions sont souvent basées sur l'oxygénothérapie, les soins critiques. Nous avons quelques questions sur le COVID-19. Nous avons quelques questions de l'obstétrique et pédiatrique. Il y avait d'autres questions, mais qui étaient au-delà du niveau de ce cours. Vous pouvez utiliser les ressources que nous avons données pour pouvoir trouver les réponses à vos questions qui ont été envoyées, qui peuvent être des topics qui sont au-delà de notre commission. Notre première question est: quelles sont les indications de l'oxygénothérapie? Pourquoi initier une oxygénothérapie? Nous allons donner 30 à 45 secondes pour les participants pour répondre avant de laisser à nos experts donner des réponses. Pourquoi nous utilisons l'oxygénothérapie et quelles sont les indications? Pourquoi nous utilisons l'oxygène pour nos patients?
C'est une question basique, mais nous devons voir pourquoi nous utilisons l'oxygénothérapie. Améliorer l'oxygénation. Nous voulons des raisons basiques. Pourquoi nous avons besoin de l'oxygène? Peut-être Dr. Santiago peut nous aider. Que fait l'oxygène dans notre corps? Merci beaucoup, Dr. Anne. Pourquoi nous avons besoin de l'oxygène? Nous savons que les mitochondries sont les sources des ATP et qui sont les sources de l'énergie pour les cellules. Pour pouvoir réagir avec les hydrogènes qui sont là, vont réagir avec l'oxygène pour produire l'eau. Nous avons aussi la production de CO2 dans le cycle de Krebs. Nous avons besoin de l'oxygène pour avoir la phosphorylation au niveau de la cellule. Sur l'indication pour l'oxygénothérapie et l'hypoxémie. Nous avons des conditions qui sont brèves, qui sont acutes et d'autres qui sont chroniques. Nous avons des anaphylaxies, des distress respiratoires. Et nous avons des conditions chroniques comme les obstructions chroniques, donc bien la bronchite chronique, qui auront besoin des oxygénothérapies. Ça, c'était une bonne réponse de Dr. Santiago. Mais essentiellement, chaque cellule dans notre corps a besoin de l'oxygène pour la respiration et le métabolisme. Ce que nous voyons cliniquement est un problème avec les patients en général, mais chaque cellule a besoin d'oxygène. Ces cellules font notre tissu, nos organes. Nous avons beaucoup de causes d'hypoxémie. Chaque condition qui peut mener à une hypoxémie est une indication à l'oxygénothérapie. Si nous pouvons répondre à cette question, c'est hypoxémie. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ça? C'est en utilisant un saturomètre. Pourquoi utiliser l'oxygénothérapie? C'est pour avoir les niveaux d'oxygène nécessaires pour la respiration et le métabolisme. Ça, c'est une bonne question. C'est une question basique, mais qui est importante malgré le training ou l'expérience que nous avons. Pour comprendre les cycles, bien le cycle de Krebs et pour prendre la besoin d'oxygène. Les bonnes réponses, nous avons des bonnes réponses dans le chat box. Vous êtes en train de donner des bonnes réponses. Nous avons des bonnes réponses dans le chat box. Merci pour votre participation. Nous aurons des points importants pour chaque point. Je vais commencer à donner des key points. Les ressources, c'est pour des BTS Line. L'oxygène, c'est un traitement pour l'hypoxémie, pas pour la détresse en soi. L'oxygène n'a pas de bénéfice prouvés sur la sensation de respirer dans des patients qui ne sont pas hypoxémiques. L'oxygène ne supporte pas votre action de respirer, mais il traite l'hypoxémie. Cette question a été posée plusieurs fois. Elle nous dit quels sont les objectifs quand vous initiez l'oxygénothérapie. Quand est-ce qu'on doit titrer l'oxygène aux patients, aux besoins du patient?
comment doit-on changer, ou augmenter, ou diminuer? Et quels sont vos targets? Quels sont vos objectifs à atteindre quand on commence l'oxygénothérapie? Nous avons des réponses quand nous avons une saturation de 95 pour avoir un objectif de 92, 90%, 93 et au-dessus, 92, 92. Voyons que les nombres sont très variables et ça dépend des cas. Nous avons une réponse qui dit que ça dépend des cas. C'est une très bonne réponse. Bonne réponse. Entre 90 et 95%. Ce que j'apprécie, c'est que personne ne dit l'objectif est 100%. C'est très bien. Nos panélistes peuvent nous aider à répondre en nous donnant les objectifs, les targets de l'oxygénothérapie. Docteur Fred, vous aider? Nous avons dit Dr. Fred et nous allons le laisser faire des commentaires. Ce qui est important, c'est de comprendre que le saturomètre est précis quand nous avons une saturation d'ici de 95%. Il faut être très précis quand vous utilisez l'oxygène. Il ne faut pas donner plus que ce que vous en... Il faut pas donner plus que ce que vous en avez besoin. Un exemple, si j'ai une saturation de 96% sur un patient, je peux faire une gazométrie et savoir avoir l'oxygène à 200. Malheureusement, le saturomètre n'est pas si exact que ça. Nous n'avons pas besoin d'avoir un patient qui est hypoxémique, mais sa saturation est à 96%. Si nous avons des cols au-dessus de 95, nous pouvons utiliser l'oxygène, assez d'oxygène dont nous n'avons pas besoin. Je voulais dire que le fait de titrer l'oxygène est une très bonne façon de faire. Aucun de nos patients ne doit être en dessous de 90 et 92%. Et la situation est différente en fonction des patients. Par exemple, un patient enceinte, nous avons deux importants concepts. Nous avons l'oxygénothérapie et la ventilation. Je pense qu'il y a une petite confusion. Nous pouvons aussi voir ça sur les réponses dans le chat box. Dr. Fred a dit que le saturomètre, des fois, ne nous donne pas la réponse, mais le gazométrie nous donne une bonne réponse. Il faut aussi prendre en considération que partout, on ne peut pas faire la gazométrie.
Nous avons une étude sur l'utilisation des saturomètres dans des patients à couleur blanche, à peau noire, parce que des fois, il y a beaucoup d'erreurs avec le saturomètre pour voir si nous pouvons avoir des saturomètres qui sont précis pour tous les types de races. Il y a beaucoup de confusion sur le bol. Nous avons des facteurs qui peuvent guider votre oxygénothérapie. Est-ce que ce patient est enceinte? Est-ce que ce patient vit en altitude? Est-ce que ce patient a un problème particulier? Heureusement, nous avons des amis qui ont développé des algorithmes pour l'oxygénothérapie, spécialement dans cette pandémie de COVID. Il y a beaucoup de gens, WFC, USAID, qui nous ont aidés à faire ces ressources. Nous avons l'université aussi de Stanford qui nous aide avec ces ressources. Mais vous pouvez voir ici que vous pouvez voir dans ce point-là que vous avez des objectifs de SPO2 et de filtration. Pour tous les adultes et les enfants, vous devez maintenir la saturation au-dessus de 90%. Pour les patientes enceintes, vous devez être au-dessus de 92 ou 95%. Si vous avez un enfant ou un adulte avec des problèmes, avec un dysfonctionnement multi-organique de l'organisme, vous pouvez avoir des saturations au-dessus de 94%. Il faut souvent éviter d'avoir une saturation au-dessus de 96 pour éviter les effets de l'hyperoxie. Nous allons revenir sur ça. Donc, les participants peuvent avoir accès à cet algorithme et avoir des informations supplémentaires. Si vous cliquez sur les liens, vous allez avoir des sources adversaires. Et qui pointe, c'est que PAF et l'OMS ont dit que l'oxygène est une part essentielle pour qu'un système de santé soit complet. Et l'oxygène est vraiment utilisé pour le traitement de beaucoup de conditions qui affectent toutes les maladies, les groupes de maladies et les groupes de patients. Donc, c'est un élément essentiel. Il doit être présent dans chaque hôpital. Il y a aussi d'autres guidelines qui viennent d'en Australie et en Nouvelle-Zélande. La saturation mesurée par un saturomètre doit être considérée comme un signe vital et documenté dans le dossier du patient. C'est très important que le saturomètre ou bien la saturation en oxygène soit ajoutée comme un signe vital, un signe vital du patient. Et doit être documenté dans le dossier du patient. Si vous devez prescrire une oxygénothérapie, ça doit être aussi prescrit très bien dans le dossier du patient et pour bien suivre. Donc, c'est une autre ressource qui parle de l'oxygénothérapie dans les disent que si vous avez choc, si vous êtes en choc ou bien vous avez un problème de mentation, vous devez maintenir votre saturation au-dessus de 94. Et pour les patients enceintes, il faut mettre 92 entre 92 et 95. Il ne faut pas les mémoriser, mais vous pouvez rappeler où sont ces ressources et vous pouvez les activer à tout moment. La question suivante, c'est quels sont les matériels préférés qu'on utilise pour donner l'oxygène? C'est une question pour vous, les participants.
quels sont les instruments ou bien je peux dire les matériels que vous préférez pour administrer l'oxygène? Vous avez 30 à 45 secondes pour répondre. Quelqu'un dit spectromètre, c'est très bien. Non, quelqu'un dit un masque avec réservoir. Les autres disent canule nasale, masque facial, masque simple, canule nasale. Dépend- Ça dépend des besoins du patient. Le panéliste peut nous aider à nous dire quels sont les instruments qu'ils utilisent. Nous avions des bonnes réponses avec les panélistes, avec les participants, dans les chat box. Ça dépend, la bonne réponse serait ça dépend de ce que vous avez et du patient que vous avez. Donc, on peut utiliser les canules nasales, on peut utiliser les masques simples, masques avec réservoir, on peut utiliser aussi la machine, on peut utiliser la ventilation à pression positive continue, bien qu'on appelle CPAP ou bien BIPAP. Vous devez utiliser ce que vous avez et ça dépend des conditions des patients. Excellent. Je suis d'accord avec vous. Ça dépend de ce que vous avez, d'accord. Vous pouvez utiliser ce que vous n'avez pas. Et puis, vous devez aussi regarder aussi les besoins du patient, les besoins en oxygène que le patient a. Nous avons un bon lien si vous cliquez sur la question. Ça, c'est, vous pouvez aller sur ce website qui s'appelle covidprotocol.com. Vous avez beaucoup de sections. Et si vous allez dans la section qui s'appelle Inpatient Management, vous allez voir une section sur Oxygen Devices. Vous allez voir c'est nous avons les candides nasales, nous avons les masques simples, nous avons les masques avec réservoir, nous avons les venturi masques, nous avons des high flow, nous avons des CPAP et BiPAP. CPAP, c'est ventilation à pression positive continue. Ce sont des méthodes non invasives. Nous commençons de la canal nasale jusqu'au masque simple, masque simple. Vous pouvez aussi aller à venturi et masque avec réservoir. Quel est le débit en oxygène que vous utilisez avec un masque? Quels sont les débits en oxygène que nous utilisons pour chaque objet? Ça va dépendre de l'effort du patient et du type de masque du patient. La façon dont je fais, donc je donne le patient un masque. En fonction du flot que je lui donne, je vais surveiller sa respiration, sa respiration, sa respiration. Je commence par un masque avec réservoir et je commence à aller doucement en fonction avec la saturation du patient en regardant l'effort que le patient fait. Nous avons des chatbox qui ont 10 à 15 litres par minute. C'est une bonne réponse. Pour les masques avec réservoir. Ce masque avec réservoir pour retenir
Pour ne pas retenir le CO2, vous devez avoir un flot entre 10 et 15 litres par minute. Il faut aussi ne pas utiliser notre oxygène si nous n'en avons pas besoin. Donc, il ne faut pas mettre un patient sur un masque avec oxygène, sur un masque avec réservoir alors qu'il a besoin de d'oxygène. La prochaine question, c'est comment est-ce qu'on interrompt l'oxygénothérapie et pendant combien de temps doit-on continuer avec l'oxygénothérapie? Vous pouvez répondre dans le chat box. Qu'est-ce qui nous détermine la durée de l'oxygénothérapie et comment est-ce qu'on peut stopper l'oxygénothérapie? Il y a quelqu'un qui répond qu'on doit utiliser le saturomètre, d'autres disent le gazométrie. Si le patient commence à s'améliorer la condition, on peut diminuer l'oxygène. Dépend de la détresse du patient. Si le patient n'est plus en détresse, nous avons notre target base group. Toutes ces réponses sont très géniales. Dr. Dati peut nous aider à répondre. Comment vous faites pour diminuer et complètement stopper l'oxygénothérapie? Merci beaucoup. Dr. Anna. La bonne stratégie est de je veux insister sur vous devez voir la cause de l'oxygénothérapie si la cause a déjà été traitée. Quand vous n'avez pas une possibilité de gazométrie, vous pouvez maintenant aussi associer avec le saturomètre, avec les signes cliniques. Si vous avez la fréquence respiratoire qui diminue, si vous avez la détresse qui s'améliore, vous pouvez continuer à diminuer l'oxygène, le flot. Vous pouvez continuer à diminuer en regardant le patient, la clinique du patient, en associant avec le saturomètre. Et ça dépend aussi de comment vous avez traité la cause de l'hypoxémie. J'aime bien que vous avez qu'il y a une seule direction et toutes les conditions sont différentes. Très bien. Ça, c'est une bonne réponse. Une bonne explication. Si vous allez à notre link et vous cliquez sur la question, vous allez toujours aller dans notre link et vous allez voir. Pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser l'oxygénothérapie, vous pouvez lire ce document est une source de bonne ressource pour savoir comment augmenter l'oxygène et diminuer l'oxygénothérapie. Quelles sont les différentes méthodes d'oxygénothérapie? Qu'est-ce que nos participants disent? Quelles sont les différentes méthodes d'oxygénothérapie auxquelles vous pouvez penser? Les méthodes différentes d'oxygénothérapie. Nous avons invasive et non invasive. 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 Nous avons invasive
Les gens disent, parlent des nasoprongs et des canules nasales. Il y a des réponses manuelles et automatiques. Bien. Moi, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a il y a beaucoup de façons de catégoriser les méthodes d'oxygénothérapie. Nous avons nous avons le flot que vous donnez et aussi comment vous le donnez. Nous avons besoin d'un panéliste qui peuvent aussi nous éclairer. Il y a beaucoup de méthodes de donner l'oxygène. Beaucoup de méthodes de réponse à cette question. On va parler des tanks liquides, des concentrateurs, des bonbonnes, des plantes d'oxygène. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a à votre facilité, qu'est-ce que vous utilisez. Vous devez vous rappeler que l'oxygène est très rare et c'est un problème actuellement. Et puis, vous pouvez alors choisir soit une option invasive ou non invasive. Et cela vous donnera l'idée de l'outil ou bien du matériel à utiliser pour donner cet oxygène. Donc, vous pouvez donner low flow ou high flow. Je pense que c'est la manière de procéder. Vous pouvez avoir l'avis de notre journaliste. Beaucoup de façons de répondre aussi à cette question, comment dit les gens. Nous avons une catégorie qui est invasive. Est-ce que je dois intuber ce patient ou bien je peux donner l'oxygène sans intuber ce patient? Est-ce que je dois donner l'oxygène avec certains paramètres de ventilation, de support sur la ventilation aussi? Donc, nous avons des ventilateurs qui sont non invasifs. Et l'autre catégorie sont ceux qui n'ont pas besoin d'avoir leur respiration supportée, qui ont besoin de l'oxygénothérapie. Vous devez savoir avant les temps si ce patient a juste un problème d'oxygénothérapie ou bien aussi un problème de ventilation. Parce que si vous avez un problème de ventilation, vous devez supporter ce patient, la ventilation de ce patient, soit d'une façon non invasive, soit d'une façon invasive. Vous pouvez aussi utiliser des machines qui peuvent aider avec l'oxygénation, ben, aussi avec les machines pour supporter la ventilation. Si nous allons à notre ressource pour cette question, on va aller dans les... Si vous regardez dans ces guidelines, c'est gratuit, online, qui donne des indications pour l'oxygénothérapie et qui donne une idée sur les matériels utilisés pour administrer l'oxygène. Si c'est quelque chose de nouveau pour vous, vous pouvez cliquer sur ce link et vous allez avoir beaucoup d'informations.
Nous avons souvent un problème pour reconnaître que ce patient a besoin de plus d'aide pour nous et qu'on doit transférer sur notre hôpital ici. Des fois, ce n'est pas facile de prendre cette décision. Je remercie nos panélistes de contribuer sur ces petits points. L'oxygène, c'est pour traiter l'hypoxémie, n'assiste pas avec la ventilation. Les méthodes pour utiliser pour l'oxygénothérapie peuvent avoir plusieurs façons d'approche. Les sources d'oxygène, les cylindres, les concentrateurs, les plantes, les tanks. Vous avez aussi la façon de délivrer l'oxygène, une façon invasive ou non invasive. Nous avons aussi une façon de flow. Vous pouvez donner low flow ou high flow. Le patient doit être sous moniteur continuellement pour voir si les besoins en oxygène et les supports que nous leur donnons sont nécessaires. Les saturomètres doivent être disponibles et utilisés pour le monitoring du patient sous oxygénothérapie. Si vous n'avez pas un saturomètre, nous vous encourageons d'en avoir un parce qu'il doit être ajouté comme un autre signe vital. Utilisez ce que vous avez. C'est la bonne réponse. Donc, la bonne source d'oxygène et le bon instrument pour donner ça, c'est celui dont vous avez. Autre question, c'est très intéressant. Quelles sont les complications de l'oxygénothérapie quand il est utilisé en excès ou pendant longtemps? Quelles sont les complications de la toxicité pendant l'oxygénothérapie? Vous pouvez me donner quelques secondes pour répondre dans le chat box. Et après, nous allons donner le floor à Dr. Freddy pour répondre à cette question. Nous avons des réponses ici. Nous avons rendre les parents, les bébés prématurés aveugles. Nous avons oxygène toxicité. Nous avons une atelectasie absorbative. Nous avons les fasciculations, pneumothorax. Nous avons convulsion. Ce sont des bonnes réponses. Comme l'oxygène, comme tous les autres médicaments, ils ont beaucoup de complications. Vous pouvez avoir des complications parce que la série utilise l'excès d'oxygène dans d'autres mécanismes qui peuvent créer des dommages pour notre corps. L'excès d'oxygène nous donne des molécules d'oxygène qui sont libres et qui peuvent causer beaucoup de complications sur les poumons, sur les reins. Ça diminue la sécrétion de beaucoup de substances qui maintiennent la tension et le fonctionnement de nos vaisseaux. Ils produisent des molécules qui sont appelées les molécules d'oxygène qui sont réactives, qui peuvent causer des problèmes au niveau cellulaire. Il peut avoir un problème de rétinopathie du nouveau-né. Dans le cerveau, il y a une toxicité au niveau du cerveau, surtout chez les nouveau-nés.
devons toujours me rappeler que l'oxygénothérapie peut être contrôlée avec un bon monitoring et éviter toutes ces complications. Merci beaucoup, Dr. Foudy. Si votre patient est hypoxique, donnez l'oxygène. Si votre patient est hypoxique, donnez l'oxygène. Vous pouvez utiliser le saturomètre pour voir le vol, mais vous devez donner l'oxygène. Si votre patient est hypoxique. Si votre patient a une bonne saturation, alors vous pouvez commencer à diminuer la quantité d'oxygène que vous donnez. Même si l'oxygénothérapie a une complication, l'excès d'oxygène, il ne faut pas laisser à ne pas donner l'oxygène à un patient qui est hypoxémique. Il faut donner l'oxygène et juger du flot, comment diminuer ou augmenter en fonction du saturomètre. Je suis d'accord avec vos commentaires. L'oxygène, c'est un médicament. Bon, c'est ça comme un médicament. C'est pas quelque chose que tu peux vous donner seulement comme ça, sans conséquence. Un patient hypoxique, il faut donner l'oxygène, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a une fenêtre de thérapeutique. Donc, et après cette fenêtre thérapeutique, il peut y avoir des complications. 15 ans avant, on donnait l'oxygène. Et beaucoup des études ont montré que ces patients n'étaient pas hypoxiques et que leur patient mourait à cause de l'oxygène. Les patients donnaient l'oxygène comme si c'était sans conséquence. Maintenant, nous devons vraiment prendre en considération la fenêtre thérapeutique comme chaque médicament. C'est très important de reconnaître. Dans beaucoup de places, on ne peut pas avoir les ressources, bien les mêmes méthodes pour utiliser notre thérapie. Mais nous devons garder en tête que nous avons. Je voulais dire que, à mon expérience, beaucoup de mes compatriotes, de mes collègues, ils ont toujours des objectifs à 100% pour nos patients. Ce n'est pas nécessaire, donc il faut changer cette façon de penser. L'oxygène peut être très toxique. Ça a beaucoup d'effets sur le cerveau et sur le cœur, sur le rein, dans les poumons. Les patients qui ont des obstructions chroniques, pulmonaires, peuvent avoir l'envie de respirer ou bien le mécanisme de respirer qui peut diminuer si vous donnez beaucoup d'oxygène à certains patients. Et beaucoup de docteurs négligent cet aspect-là et vous devez toujours garder que l'oxygénothérapie a une fenêtre thérapeutique. Merci. Un autre problème est quand nous avons un SPO de 100%, mais aussi, pas seulement pour un côté cellulaire, que nous avons des toxicités, mais nous avons aussi un problème avec les infrastructures parce que nous sommes en train d'utiliser l'oxygène d'une façon qui ne doit pas être utilisée, en train d'utiliser ça inutilement. Donc, quand j'étais un résident,
quand vous commencez, j'ai été enseigné quand vous commencez à plus après intuber les patients. Vous devez commencer avec un FiO2 de 100%. Et puis, vous pouvez voir après une heure si vous avez votre target. Et nous avons un target de FiO2 de 80%. Notre façon de faire, c'est on peut commencer avec 50% d'oxygène. Et puis, vous commencez à aller en augmentant au-dessus en fonction des besoins du patient. Et puis après, vous allez venir, vous allez diminuer si votre patient est en train de s'améliorer. Si nous allons intuber quelqu'un et mettre sur machine respiratoire, beaucoup de nous vont commencer avec un FiO2 qui est au-dessus à 100% et amener ça en dessous rapidement en fonction de l'évolution du patient. Dr Santiago nous a dit que vous devez avoir un FiO2 qui est en dessous de 0,6. Parce que si de 60%, parce que si vous avez un bon SpO2 et que votre FiO2 doit aller en dessous de 0,6, c'est fantastique. Un autre comment? Génial. Les key points, j'encourage nos panélistes d'ajouter s'il y a quelque chose que j'ai oublié. So, l'oxygénothérapie peut conduire à la rétinopathie pour les prématurés. L'hyperoxie peut causer des stress dans tous les organes du corps. Vous devez faire un monitoring continu avec saturomètre pour ajuster votre taux d'oxygène. Il ne faut pas avoir un target de 100%. Il faut diminuer l'oxygénothérapie quand vous le pouvez. Et vous devez avoir un target de FiO2 en dessous de 0,6. Ça, c'est une question pour tout le monde. Une vraie ou fausse question. L'oxygène délivré par un masque avec réservoir à 15 litres par minute est considéré comme high flow thérapie. Vrai ou faux? Quand vous donnez l'oxygénothérapie à 15 litres par minute avec un masque sous réservoir, est-ce que c'est high flow? Beaucoup de gens sont en train de dire oui. J'apprends 2 ou 3 personnes qui disent non, qui disent que c'est faux, mais la majorité disent que c'est vrai. Il y a un débat sur la définition de high et low flow. Je vais dire que c'est faux parce que dans notre pratique, nous avons accès à ce qu'on appelle high flow oxygénothérapie. C'est complètement un matériel différent. Nous avons des flots qui sont très élevés. Minimum 20 à 30 litres et qui peut aller jusqu'à 60 litres par minute. C'est une thérapie différente. Ce n'est pas juste augmenter le flot d'oxygène. Il faut aussi un outil approprié. Nous avons 2 vidéos qui s'appellent High Flow Oxygen Therapy Part 1 et aussi High Flow Oxygen Therapy Part 2. Vous pouvez voir ces ressources. Cette vidéo est la définition de high flow. Un adulte normal respire à 20 à 30 litres par minute. Si vous pensez alors à l'oxygénothérapie et que nous avons un masque avec réservoir qui a un plus grand flot de 15 litres par minute,
si vous êtes en train de respirer à 20 sur 15, c'est en dessous de de ce que nous respirons normalement. Les outils que nous utilisons, on respire à un flot qui est high flow, que ce que nous utilisons. Est-ce que vous avez un commentaire ou une question? En addition, les outils pour le high flow oxygénothérapie est une avancée importante dans la médecine. Il y a beaucoup d'études qui rapportent une révolution avec l'avènement des high flow devices. So, ce high flow donne aux patients de l'air qui a bien humidifié et qui va donner un effet qui est très élevé. À réduire le dead space. Qui va aider le patient dans l'échange. Nous avons une question que je vais. Est-ce qu'on peut combiner nasoprong, est-ce qu'on peut combiner les canules nasales avec un masque facial? Est-ce que vous pensez que c'est bien d'augmenter? Par exemple, si vous avez un masque avec réservoir qui vous donne à 15 litres par minute et vous combinez avec le canal nasal, vous pouvez augmenter le flot du patient. Ça peut marcher. C'est très bénéfique. Il y a certains patients qui aiment bien respirer par la bouche, certains par le nez, et ça peut aider parce qu'en distribuant par la bouche, par le nez. Quels sont les avantages et les désavantages des high flow thérapies? Il y a beaucoup de débats. Vous allez regarder la vidéo.
Je vais stopper ici, mais ça, c'est le point pour voir que quand nous parlons de high flow, nous avons des flows. Nous avons un instrument spécial pour high flow. Ce n'est pas justement un masque avec les réservoirs. Il faut un matériel adéquat. C'est différent des masques avec les réservoirs. Je vous encourage aux participants de regarder cette vidéo. Ça nous donne comment mettre les flow rates, comment ajuster le pourcentage d'oxygène et les températures pour ces high flow devices. C'est très important pour savoir parce qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de fréquence respiratoire, il n'y a pas de volume. Il y a justement 3 options. C'est très important de bien les maîtriser. C'est très différent que juste avec un masque, avec le réservoir. Les avantages, nous avons dit. Les avantages sont le patient est en train de recevoir un gaz qui est chaud et humide et ça va bien toléré et supporté par la littérature. Tu n'as pas l'impression d'avoir un appareil qui a l'électricité chaud pour être confortable. Ça aide aux patients d'éviter l'intubation et ça réduit les dead space. L'équipe pointe, les adultes normaux respirent à un rythme de 20 à 30 litres par minute. C'est ce que vous respirez maintenant. Quelqu'un qui n'est pas sous stress respire à 20 ou 30 litres par minute. Si vous avez un détresse respiratoire, vous allez respirer à des flots plus grands que ceci. So, high flow oxygène thérapie, pour faire l'high flow oxygénothérapie, vous avez besoin d'une machine spéciale qui peut générer ces flots qui sont aussi grands ou égales à ceux d'un adulte. So, et ça a des canules nasales qui sont spéciales. So, avec ce high flow, vous pouvez imaginer comment le patient peut avoir froid, il a besoin d'être chaud et humidifié pour utiliser ça. Cette thérapie aussi n'assiste pas avec la ventilation. Donc, ça ne va pas vous aider avec le CO2. Comment est-ce qu'on donne l'oxygénothérapie quand un patient est en position prone? Nous pouvons laisser l'audience répondre. Personne a dit c'est bien d'utiliser d'une façon invasive. Quelqu'un a dit les canules nasales qui n'est pas invasive. Est-ce qu'on peut donner l'oxygène aux patients qui sont en position ventre plat, qui dorment sur leur ventre, position prone? Et comment d'après le fait? Nous faisons ça dans notre hôpital. Ça marche d'une façon complémentaire à chaque patient. Comme la façon dont vous donnez l'oxygénothérapie pour un patient
qui est en position normale, supine. Vous pouvez donner aussi à un patient qui est dans une position incline ou prone. Vous devez avoir une équipe de gens qui sont expérimentés pour vous aider à positionner ces patients qui sont intubés. Mais les patients qui sont sous high flow, vous pouvez les encourager de se retourner pour améliorer les conditions du patient. Chaque chose que vous donnez, invasive ou non invasive, peut être utilisée dans chaque position pour un patient. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on doit intuber les patients enceintes? Si vous cliquez sur cette question, vous allez voir toujours ces ressources-là qui nous donnent une section sur prone positioning. So, vous pouvez accéder à ça. Ça improve l'oxygénation. Je vais appeler Dr. Liz. Elle travaille aux urgences. Vous pouvez utiliser prone positioning pour chaque patient. Oh, Dr. Liz peut facilement répondre. Vous pouvez utiliser prone position de prone dans les patients aux urgences, mais à cause du mouvement autour du patient dans le département. So, vous devez choisir votre patient très bien. Un patient qui peut être collaboratif. Parce que s'ils ne sont pas coopératifs, ils peuvent, avec beaucoup de départements, se connecter des sources, c'est très difficile de coopérer et de se mettre dans une position de se coucher sur son ventre. Même s'ils sont sur canule nasale, pas besoin de location, nous n'avons pas besoin du device pour permettre dans une position prone. La question suivante peut avoir une session pour répondre à cette question parce que c'est une question très importante. Comment est-ce que nous pouvons manager, comment est-ce que nous pouvons traiter une détresse aiguë respiratoire, un syndrome aigu de détresse respiratoire? Quels sont les modes qu'on utilise pour la machine? Comment est-ce que se fait le management des patients avec un syndrome de respiratoire? Vous pouvez répondre, on peut utiliser des diurétiques. Utiliser beaucoup. Donc, augmenter les pics. Quelque chose que nous allons ce qu'on appelle les techniques stratégiques pour, pour
Nous avons des bonnes réponses. Nous avons des réponses de CPAP, nous avons de CMOD. Nous avons beaucoup de réponses. So, Dr. Fritz, Dr. Min, comment est-ce que vous traitez la RADS? Quels sont les modes bien? Et pour le patient avec RADS ont des atteintes profondes du poumon, ils ont souvent besoin d'intubation, mais plusieurs. Beaucoup de ces patients sont intubés et le mode de ventilation on peut utiliser le mode assist control. C'est pas dire que c'est parce que c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup d'études qui ont suggéré le mode assist control. C'est bien, mais il faut aussi utiliser d'autres modes de ventilation. Mais le point de assist control est que vous êtes en train de prendre en charge toute la ventilation du patient. Est-ce que vous utilisez PIP? À part le mode, il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser. Beaucoup de gens beaucoup de médecins choisissent les volumes qui sont bas et utiliser un grand pipe pour aider l'oxygénation. Il y a des débats toujours sur high PIP, low PIP, et beaucoup de ces patients ont besoin d'un PIP de 10 ou plus pour améliorer l'oxygénation. Un autre paramètre que vous devez voir, c'est la pression avec laquelle vous êtes en train de ventiler le patient. Maintenant, la différence entre la grande pression dans les voies aériennes et le PIP, vous devez aussi penser à ça. Si vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez aller dans quelque chose qui s'appelle opencriticalcare.org, qui sont une de nos ressources favorites. Ça s'appelle Respiratory Care Pocket, ce sont un livre de poche qui vous donne les sources, une source et delivery device, qui donne comment faire le monitoring, aussi parle de mécaniques de respiration et des modes que vous pouvez utiliser au ventilateur. Il y a beaucoup de détails. C'est ce qu'on appelle Lung Protective Ventilation. Comment est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce que vous définissez RDS? We have also the Kigali modification. Nous avons une modification, Kigali modification de la définition, et qui donne des valeurs pour les pays qui n'utilisent pas les gazométries, qui utilisent les saturamètres. Vous pouvez avoir des volumes TIDAL qui sont bas, entre 4 et 6 litres par kilo. Le poids idéal, pas le poids du patient, parce qu'un patient obèse, je ne peux pas lui donner beaucoup d'aide. Ça donne aussi ce qu'on appelle les FiO2 et les peak pressure. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez imprimer ou enregistrer dans votre téléphone. Ça donne beaucoup de thérapies sur la dièse. C'est une bonne ressource. Beaucoup d'informations. Si vous voulez paralyser les patients,
Est-ce que vous devez mettre les patients en prône? Est-ce que vous pouvez utiliser les vasodilatateurs comme thérapie? Ça, c'est une très bonne ressource pour IRADS. Je vous encourage d'accéder à ça et vous pouvez mettre sur votre téléphone ou bien sur votre machine. Nous avons encore beaucoup de choses pour couvrir, mais nous avons des favoris. Ce sont des ressources favorites pour vous qui parlent de l'oxygénothérapie. Vous pouvez voir le COVID protocol, le guidelines, vous pouvez voir le quick cut. Tout ça sont des protocoles. Si vous voulez des protocoles pour faire à pour mettre sur votre hôpital, voilà. Vous avez aussi des ressources pour les gens à ressources limitées. Vous avez aussi des ressources high. Nous allons bouger maintenant à critical care. La première question, c'est comment est-ce que les soins critiques sont administrés en dehors des soins intensifs, du département des soins intensifs? Les soins critiques peuvent être donnés partout dans notre hôpital. C'est très important de reconnaître ça. La chose importante, c'est celui qui donne cette thérapie. Qu'est-ce qu'ils savent de cette thérapie et quelles sont les capacités de l'hôpital? Est-ce que l'hôpital est en mesure de donner des soins critiques à ces patients? Nous avons des allées. L'important, c'est de savoir avoir la main-d'œuvre qualifiée pour donner les soins critiques et aussi connaître les ressources de l'hôpital. Vous pouvez donner les soins critiques partout dans les hôpitaux, même en dehors des soins intensifs, des départements des soins intensifs. Ça, vous devez donner des soins appropriés, à autant appropriés. Vous pouvez même faire ça dans la vie quand un patient a besoin d'un massage cardiaque. Vous pouvez donner ça pendant les transports, vous pouvez donner ça à l'urgence, vous pouvez donner ça à les soins intensifs. Donc, c'est un soin approprié donné à temps. Donc, vous devez avoir un staff qualifié pour reconnaître un patient qui a besoin de soins critiques et maximiser sur le temps. Ça a aussi besoin d'un bon système hospitalier, façon de transport du patient qui peut, un système de triage qui peut reconnaître un patient critique depuis l'entrée de l'hôpital et qui peut bien catégoriser ces patients jusqu'aux soins intensifs. Quelles sont les considérations additionnelles qu'on peut considérer quand nous sommes en train de prendre quand nous sommes en train de prendre quand nous sommes en train de faire le management des voies respiratoires du patient. Quand nous avons le temps dans les salles d'op, il y a des choses qu'on devons. Si un patient est critique, il doit avoir un besoin de voies respiratoires doivent être protégées. Vous devez d'abord savoir quels sont les patients qui sont indiqués à avoir un voie respiratoire assistée.
avant, on disait que quand on va intuber un patient, et vous le mettez sur le risque de mourir. Donc, vous devez l'optimiser, ce patient. Vous devez optimiser sa circulation, une bonne tension artérielle, oxygénée, avant de commencer l'intubation. Parce que quand ils sont dans un état critique, chaque médicament que vous allez donner peut le tuer. C'est très effrayant, mais vous avez un bon point. Tout ce que nous faisons des conséquences sur ces patients. Vous devez être bien préparé avant d'intuber ces patients avec mais intuber un patient n'est pas toujours d'actualité. Il y a des patients qui sont critiques qui n'ont pas besoin d'être intubés. Les patients critiques ont un risque de mourir pendant l'intubation. So, vous devez tout faire pour éviter l'intubation. Si vous examinez les patients et que vous pensez qu'ils ont une édème pulmonaire, vous pouvez donner des diurétiques avant d'intuber. Ça peut changer leur système respiratoire, leurs conditions respiratoires. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. On peut donner des bronchodilatateurs pour quelqu'un avec un asthme. Vous pouvez intuber pourtant on sait ce qu'ils sont. Les gens doivent faire attention. Ils ont un grand risque de mourir. Bien, regardez les comment est-ce qu'elle dit patient pour voir. Si vous avez un gastro comment est-ce qu'elle qui est très bas, vous pouvez intuber ces patients sans médication. Sans, pour le, pour le temps, comment est-ce qu'on adresse les urgences multiples? Des fois, vous avez des urgences multiples qui arrivent à un moment, au même moment à l'hôpital, et tu es le seul employé qui doit devait prendre soin de plusieurs urgences au même moment. Je vais créer un système dans l'hôpital qui comme un backup plan, qui peut vous aider quand vous êtes surchargé. Comment est-ce que les autres font quand vous avez plus d'une urgence? Docteur Alice, comment vous faites? Vous devez connaître votre équipe d'abord. Vous devez faire le triage. Vous avez beaucoup d'urgences au même moment. Il faut avoir dans l'idée qui est-ce que je dois aider rapidement et qui peut être sauvé rapidement. En connaissant votre équipe, vous pouvez aussi déléguer le travail à d'autres personnes dont vous avez confiance. Vous pouvez
en train de faire quelque chose sur un patient et l'autre, vous pouvez déléguer une autre personne de faire quelque chose d'autre sur un autre patient. Exactement. Si vous cliquez sur la question, vous allez avoir des ressources. Vous aussi utiliser des aides mémoire. Parce que dans une urgence, vous êtes souvent stressé, et vous êtes nerveux. Même pour nous, les gens qui travaillent à l'hôpital, et vous pouvez des fois oublier ce. Pendant le stress, nous n'utilisons pas, nous ne travaillons pas à notre. Il y a des choses que nous oublions. So, si vous avez aussi beaucoup d'urgences, vous pouvez utiliser cette mémoire qui peut vous aider. À l'hôpital, si vous avez des protocoles, des guidelines affichés au milieu dans vos hôpitaux, dans le système hôpital pour donner backup, un bon teamwork, vous pouvez être en mesure de prendre soin de beaucoup d'urgences. Si c'est un centre où vous êtes seul et que vous ne pouvez pas être en mesure, ça c'est un problème de votre système. Vous devez travailler, bien améliorer votre système pour pouvoir être en mesure de prendre des urgences qui peuvent arriver à un certain moment. Je vais sauter cette passion des moniteurs parce que nous n'avons pas assez de temps, mais nous avons ici, dans la dernière session, nous avons fait cette urgence et les urgences sélection critique. Vous devez faire des scénarios et essayer de voir comment ils sont applicables dans votre centre ou bien dans vos hôpitaux respectifs. So, vous devez toujours militer pour avoir le support pour vous aider à donner les soins d'urgence et les soins critiques. Il faut identifier les problèmes que vous avez et identifier les plans bien planifiés pour pouvoir bien approcher une situation qui est un peu compliquée dans le pays à faible ressources. La prochaine question aussi importante, comment est-ce que vous faites la sédation et vous choisissez les médicaments pour les patients qui ont besoin d'une sédation de plus de 7 jours? C'est une question très, 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 très vaste. Et ce que je veux faire, c'est que je vais vous donner les guidelines que vous devez lire. Ça s'appelle les guidelines de prévention et traitement de la douleur, l'agitation, la sédation, le délirium, ou bien des problèmes avec le sommeil pour les patients sensibles. Ces guidelines-là pour vous, si vous avez assez de temps, vous pouvez toujours cliquer. Le point important ici, c'est de voir dans les titres. Vous ne traitez pas seulement la sédation, vous traitez beaucoup de choses. La peine, les douleurs, la sédation, les délires et les problèmes de sommeil. Ce sont des entités qui viennent ensemble pour un patient en ICU qui font ensemble. Ils peuvent aussi être à l'origine des séquelles à longue durée ou bien des séquelles chroniques pour les patients. Nous devons bien les gérer. Si vous devez utiliser ce que vous avez, c'est la bonne réponse. Nous devons toujours faire une propagande ou bien réclamer pour les autorités pour avoir ce qui est nécessaire. Nous avons des ressources pour CriticoCare que vous pouvez utiliser. Ça s'appelle CriticoCare Continue. Vous pouvez donner ça aux soins intensifs, mais aussi aux urgences ou bien dans les salles normales. Nous avons une discussion internationale comment améliorer
les soins intensifs. Et tous ces problèmes ont été mis en évidence avec la pandémie de Covid. Il y a beaucoup qui sont en train de faire des discussions pour ces matériels essentiels. So, lire ces articles peuvent vous aider à être à la page. Vous pouvez lire ça aussi, ça s'appelle EECC. Ces ressources sont pour vous gratuites. Vous pouvez accéder. Vous pouvez aussi utiliser des systèmes de scoring, ça peut être pour le sepsis, pour catégorifier vos patients et diagnostiquer les signes de danger. Maintenant, COVID-19 a continué à challenger partout nos systèmes de santé sont débordés et difficile de prendre soin de tous nos patients. Et cette pandémie est en train de durer aussi plus longtemps que ce que nous anticipions. Et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses avec le temps. Nous avons encore les soins intéressants critiques pour ces patients s'est amélioré, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. La question avec COVID, c'est comment est-ce qu'on traite les patients avec COVID-19 qui sont très hypoxiques. Nous pourrons donner quelques secondes pour les gens de répondre dans les chatbox. Comment est-ce qu'on traite les patients avec COVID-19 qui sont très hypoxiques? Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'oxygène, c'est très bien. Je ne sais pas si les autres panélistes ont une autre chose à commenter, mais je peux dire que, à part tout ce qu'on a dit dans l'oxygénothérapie, les patients avec COVID-19 ont leur traitement thérapeutique que nous savons. Pouvons utiliser des stéroïdes. Utiliser. Quelque chose qui était là dans le chatbox. Nous avons que le patient devrait toujours avoir vos équipements de protection. Chaque fois que vous avez des pandémies ou suspicion de quelque chose de contagieux, vous devez avoir vos équipements de protection personnelle. Nous avons des problèmes avec la contamination avec les CPAP, les iPad ou les non-invasives méthodes. Mais même si le patient est en train de parler, pousser, il y a aussi des droplets ou bien des aérosols qui peuvent compromettre votre santé. Vous devez toujours utiliser vos protections. Je veux augmenter que c'est très important. C'est faut aussi, pour ce COVID patient, il faut aussi regarder d'autres organes à part. Pour moi, nous avons aussi d'autres organes qui sont affectés, comme le cerveau, les reins. Il y a d'autres points importants parce que c'est un problème qui est multisystémique. Et donc, on n'a pas juste l'importance pour traiter les problèmes respiratoires seulement. Le point, c'est tous
les traitants des patients avec COVID peuvent avoir des équipements de protection pour les contacts, une catégorie asymptomatique, légère, modérée, sévère et critique. Et les traitements vont varier en fonction de la catégorie. Combien de litres d'oxygène sont nécessaires pour un patient avec COVID-19? La réponse ici, c'est que vous devez regarder les patients, les zones du patient et les niveaux de l'hypoxie. Toujours utiliser les caniles nasales puis monter progressivement jusqu'au masque avec réservoir. Et puis avant d'être invasif, il faut utiliser iFlu. Ça dépend de ce que vous avez et l'hypoxémie du patient. Est-ce qu'il y a des panélistes qui peuvent nous dire comment est-ce qu'on utilise le Venturi masque ou bien qu'il y a une expérience en utilisant les masques Venturi? On utilise beaucoup de Venturi masques dans notre training. Vous avez approximativement une idée exacte de ce que vous êtes en train de donner comme quantité d'oxygène. Le masque Venturi nous aide à titrer et donner exactement, savoir exactement les besoins du patient parce qu'on peut donner différents types de FiO2. Vous pouvez donner cette fenêtre-là sans donner plus d'oxygène. Sauf si vous donnez une quantité fixe d'oxygène et qui correspond aux besoins du patient. Toutes ces couleurs ici nous donnent différents FiO2. Les couleurs nous donnent des différents FiO2. Ça, c'est une bonne... Les Venturi masques ne sont pas supérieurs ou inférieurs aux devices que nous avons normalement, mais nous utilisons ce qui est disponible pour nous. Vous pouvez tous utiliser vos nasocanines parce que en fonction de la couleur, ça vous donne les FiO2 qui peuvent être normales ou bien équivalents aux nasocanines nasales. Si vous voyez, plus vous augmentez le flot, vous arrivez jusqu'à 12 à 15 litres par minute. Vous pouvez savoir exactement ce que votre patient vous donne, a besoin avec le Venturi masque parce que vous savez exactement en fonction de la couleur. Nous n'utilisons pas trop là où je travaille, mais ils sont utilisés dans beaucoup de places. Est-ce que quelqu'un utilise Venturi masque? Quelles sont les expériences? Merci. Nous utilisons. Maintenant, nous avons 3 sets dans notre soins intensifs. Ils sont très utiles. Il y a beaucoup d'avantages. Ça vous aide à ne pas utiliser l'oxygène qui n'est plus d'oxygène que nécessaire. C'est facile à utiliser parce que chaque couleur va vous dire le pourcentage d'oxygène que vous utilisez.
sont des bons devices. Un autre point avec Venturis, les gens sont inquiets avec COVID-19 en utilisant les non-invasifs au Venturi. L'avantage pour ces patients qui ont des obstructions, qui ont des obstructions pulmonaires chroniques, bronchopulmonaires chroniques, et donc vous n'avez pas besoin de donner 100% d'oxygène. Le Venturi masque est vraiment très important pour vous aider à donner exactement ce que vous voulez, ne pas donner plus. La question suivante, c'est comment est-ce qu'on utilise la ventilation à pression continue? Ventilation à pression positive continue ou PAP dans le management, dans le traitement des patients avec COVID-19. Comment est-ce qu'on distribue? Nous avons utilisé des fois quand nous n'avons pas assez de ventilateurs pour les patients. As a patient with non-invasive ventilation, taking a point out that the possibility or risk of aspersion of micro tears and aerosols. Those are the care we have used in those patients with these devices. Yeah, we have used that. On peut utiliser, c'est toujours controversiel, mais on peut utiliser quand on n'a pas assez de ventilateurs with non-invasive pour indiquer les patients. Les considérations sont la contamination. Les contre-indications sont les mêmes pour les utilisations. Mais on peut les utiliser, mais il y a quelques controverses. Mais c'est quelque chose que vous pouvez considérer si vous n'avez pas assez de ventilateurs. Le bon traitement de l'hypoxémie, c'est donner un flot approprié de l'oxygène avec n'importe quel device que vous avez. Sur l'utilisation de CPAP et BiPAP, on peut être considéré, mais c'est controversé parce qu'il y a un risque de contamination avec les aérosols. Il y a une vidéo que vous pouvez regarder pour beaucoup plus d'informations. Quelles sont les conséquences, les mauvaises conséquences d'une ventilation positive dans les patients avec COVID-19? La réponse est que nous devons considérer que la machine, les ventilateurs peuvent endommager nos poumons, ce qu'on appelle le barotrauma. Avec beaucoup de pression, vous pouvez causer vos alvéoles de se gonfler, être très distendus, éclater. Et vous avez une rupture de la membrane. Nous avons beaucoup de pression, faire éclater vos alvéoles. Vous avez aussi la téléctase. La téléctase, si vous êtes en train de ventiler quelqu'un sans de pipe, vous pouvez, quand l'alvéole est en train de se détendre et se refermer, vous pouvez avoir des dommages. Vous pouvez aussi avoir donné beaucoup de volume à des patients aussi peuvent avoir des problèmes. Ce sont les conséquences, les mauvaises conséquences
des traitements avec machine, le ventilateur. Si vous devez le voir. C'est une très bonne question. Comment est-ce que les soins d'urgence et critiques peuvent être en relation avec le COVID-19? Si vous cliquez sur la question, vous allez avoir les ressources qui vont vous orienter et vous donner une bonne idée de comment est-ce qu'il part, comment est-ce que... Le problème qui arrive avec le COVID, c'est que nous avons un problème d'oxygène. Internationalement, nous avons une crise d'oxygène. Beaucoup de gens sont en train de faire des advocacies pour l'oxygène. Nous avons besoin d'augmenter notre capacité de traiter les patients avec pour les soins critiques. Nous avons besoin de systèmes qui peuvent nous aider à identifier rapidement les problèmes et donner le traitement nécessaire à temps. Ils ont besoin d'équipements, nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin du staff, nous avons besoin aussi de médication. L'update que nous avons, c'est que il y a des gens qui sont en train de travailler pour augmenter les capacités de nos soins intensifs dans nos hôpitaux. Nous avons beaucoup de updates, nous avons infection control IPC et aussi l'accès à des habits de protection personnelle pour les employés. Nos ressources favorites sont là, le COVID-19 protocol ou open.org. Beaucoup d'informations, je vous encourage de lire ça. Même les panélistes aussi peuvent accéder à cette chose. La prochaine section, c'est comment est-ce que l'approche d'oxygénothérapie est différente pour une femme enceinte? Merci beaucoup. D'abord, nous devons nous rappeler, nous avons avoir vraiment en mémoire les changements physiologiques et anatomiques qui peuvent intervenir. Nous avons un risque élevé de désaturation rapide. Il faut donner l'oxygène. Nous avons des cas où des patients avec éclampsie ou bien avec hémorragie obstétrique et nous avons besoin de l'oxygène. Nous avons, à part les changements physiologiques, nous avons aussi un target qui est différent des patients qui ne sont pas enceintes. Vous pouvez avoir un target entre 92 et 94%. Donc, on n'a pas besoin de donner beaucoup d'oxygène. En Afrique subsaharienne, nous avons des problèmes souvent avec l'hémorragie obstétrique. Et à part l'oxygénothérapie, vous devez aussi supporter la circulation du patient. Chez moi, nous sommes un hôpital de référence.
nous avons des patients qui sont très malades avec des comorbidités. Maintenant, vous avez deux patients, vous avez maman qui est enceinte et vous avez un fœtus. Et il faut aussi faire un monitoring des deux patients et monitorer la maman et aussi le fœtus si vous pouvez le faire. Chaque chose est applicable aussi pour une femme enceinte, comme pour les femmes normales. Vous devez maintenir une circulation normale tout d'abord pour le fœtus. Il faut aussi utiliser un monitoring. En donnant l'oxygène, vous conseillez de donner l'oxygène au fœtus. Nous avons les réserves de la femme enceinte qui sont réduites et qui sont à risque de désaturer rapidement. Pour nos participants, dans la partie 10, nous avons étudié les considérations obstétriques. Donc, vous pouvez aller voir et nous allons aller un peu plus rapidement. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour le fœtus quand vous donnez l'oxygène à la maman? La réponse est oui. Si la maman est hypoxique, ça va aider l'oxygénothérapie, va aider à améliorer l'hypoxémie de la maman et aussi très bénéfique pour le fœtus. So the key point, l'oxygène doit être donné à toutes les patients. L'oxygène doit être donné aux patients enceintes avec hypoxémie, pas toutes les patients enceintes. Une recommandation de 92 à 95% pour SpO2. Ça, c'est Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et les 95%. Il y a encore des débats, mais il n'y a pas un nombre qui est juste pour tous. Est-ce qu'il y a des protocoles de COVID-19 pour les femmes enceintes? Et absolument, vous pouvez toujours cliquer sur la réponse et vous allez voir les ressources. Il y a une section sur les obstétriques et vous pouvez lire comment vous pouvez faire un management des femmes enceintes avec COVID-19. Nos ressources favorites sont là. Vous avez les noms. Tout ça sont des bonnes ressources pour lire. Notre ressource est sur la resuscitation. Je voulais partager mon expérience parce que je travaille dans un centre obstétrique. Je vais avoir parlé de la circulation. La majorité d'eux ont des hémorrages ou bien des hypertensions avec la grossesse.
would like to echo Dr. Frey and extend sincere thanks to all of our panelists for their time and expertise, with extra special thanks to Dr. Anna Maria Crawford, who has spearheaded this program and created all of the curricula and modules presented over the last 12 months. Dr. Anna, we are so grateful for your expertise and dedication to medical education. We are also grateful to Project ECHO and our partners at ECHO India for making this programming possible, and for our interpreters who have helped make this program accessible to a broader network of learners. Now, if you are interested in continued opportunities to stay engaged in the material, we have launched a number of new learning hubs that are led by clinical directors from a variety of African and Latin American countries. Like this series, these hubs meet once a month to discuss topics related to oxygen and critical care in the context of COVID-19 using a case-based teaching format. The link to register for these hubs will be shared in the chat. The Learning Resource Center is also a fantastic resource to check out for ongoing support. As many of you know, this course platform is free, easy to use, and accessible by both computer and phone. It contains all of the teaching materials presented, along with supplementary resources, videos, job aids, decision tools, quizzes, and more. Our team has also been preparing an offline version of the LRC, and this course book will be emailed to participants in the coming days. Additionally, if you aren't already, you are welcome to join our WhatsApp community group. This is a space to ask questions about the material taught during these sessions and to solicit advice or support if you come across any challenges in your clinical context. And finally, to receive a certificate of attendance for today's session, please follow the links in the chat. And that's it. So thank you so much for your participation, and please do keep in touch.